Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Le gouvernement a tenu son traditionnel conseil des ministres ce mercredi. Conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au nombre des décisions prises, le projet de décret de grâce collective accordé à 4200 détenus. Par ailleurs, le budget de l'année 2019 a été adopté. Le débat général de l'ONU s'est ouvert ce mardi au siège des Nations Unies à New York. La Côte d'Ivoire y participe. C'est une tribune ouverte à tous les dirigeants de la planète pour prendre la parole sur le même pied d'égalité. Un temps volontaire de 15 minutes doit être observé pour les déclarations. La 7e édition de CGC Academy vient de refermer ses portes à Abidjan en présence du Premier ministre ivoirien. La transformation structurelle de l'économie était au centre des réflexions. Amadou Gon Coulibaly a réaffirmé le soutien du gouvernement au secteur privé. La CEI s'active pour l'organisation des élections municipales et régionales. La commission électorale indépendante a remis aux candidats les affiches et spécimens des bulletins de vote. La CEI appelle à un scrutin apaisé. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu le traditionnel conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises. Le gouvernement ivoirien annonce un projet de décret de grâce collective accordé à 4200 détenus. Par ailleurs, le budget pour l'année 2019 a été adopté. Il est fixé à plus de 7 000 milliards de francs CFA. Le reportage de Viviane Aimé. Le Conseil des ministres hebdomadaire réuni ce mercredi 26 septembre sous la présidence du chef de l'État avait une fois encore à son ordre du jour l'examen et l'adoption de plusieurs décisions d'ordre organisationnel, social, économique, politique concernant la vie de la nation. Au nombre de ces décisions, le projet de budget 2019 qui a été examiné. Le projet de budget 2019 s'équilibre en ressources et en défense à 7 334,3 milliards de francs CFA et il enregistre une hausse de 578,1 milliards par rapport au budget 2018, soit une progression de 8,6%. À travers ce projet de budget, le gouvernement entend renforcer ses actions en vue de la transformation structurelle de l'économie et de l'amélioration continue des conditions de vie des populations, notamment par l'accès à l'eau potable, à l'électricité, ainsi qu'au renforcement des actions d'assainissement, de sécurité et de création d'emplois, en particulier des jeunes, toutes choses contribuant à l'accroissement des actions de lutte contre la pauvreté et la réduction des disparités sociales. S'agissant de la filière café-cacao, un projet d'ordonnance a été adopté pour changer certaines dispositions relatives à l'organisation de la filière. Au plan institutionnel, nous avons vu la révision de la composition du conseil d'administration, la création d'un comité consultatif et bien sûr, entre autres éléments de cette ordonnance, l'aménagement du système de commercialisation. La composition du conseil d'administration, c'est bien sûr l'État et les producteurs. Cette recomposition du conseil d'administration a abouti à la réduction du nombre des conseillers qui sont passés de 14 à 10. Relativement au comité consultatif, ce comité est constitué certes des membres du conseil, mais aussi du secteur privé et aussi des producteurs. Le système de commercialisation, c'était une ambition déjà exprimée par le chef de l'État d'arriver à conjuguer ses efforts avec ce pays frère qu'est le Ghana, qui partage avec la Côte d'Ivoire cette production majeure. Et donc, il est de bon ton, effectivement, qu'on s'entende sur un certain nombre de choses pour porter la voix de nos producteurs, de nos planteurs, nos parents paysans, de façon forte pour qu'ils aient le retour de leurs efforts à travailler la terre pour obtenir des revenus décents. Suite à la décision du président de la République de libérer les prisonniers de la crise post-électorale le 6 août dernier, le Conseil des ministres de ce 26 septembre a décidé d'accorder une grâce collective à 4200 détenus. Il s'agit d'un acte de clémence et de pardon du chef de l'État
qui ne supprime pas l'infraction commise, ni le jugement ou l'arrêt de condamnation, mais qui se limite à atténuer les conséquences en faisant cesser l'exécution de la peine ou en allégeant celle-ci. C'est une mesure de clémence de l'État de Côte d'Ivoire à l'endroit de certaines personnes qui sont dans les liens de la justice pour des délits jugés mineurs. Avant le 13 octobre, date des élections régionales et municipales, le Conseil des ministres a décidé le lancement d'une campagne pour des élections apaisées dans plusieurs localités du pays. Organisée par le Programme national de cohésion sociale, cette campagne vise à prévenir les violences pré- et post-électorales au profit des localités qui ont été marquées ces derniers mois par des conflits intercommunautaires et de celles qui ont enregistré un faible taux de participation des populations aux dernières élections générales. Piloté par le PAM, le Programme alimentaire mondial, le Centre d'excellence pour l'élimination de la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest sera implanté en Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres a décidé son lancement d'ici février 2019. Inspiré du modèle brésilien, un tel centre a permis de booster le développement de l'agriculture vivrière au Brésil. Ce sont là quelques décisions du Conseil des ministres qui s'est tenu de 10h à 14h ce mercredi. Et loin de la Côte d'Ivoire, à New York, aux États-Unis d'Amérique, se tient la 73e Assemblée générale des Nations unies. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représente le président Alassane Ouattara à cette rencontre. En marge du débat général, comme vous le voyez, qui s'est ouvert donc ce mardi, Daniel Kablan-Duncan a échangé avec une délégation conduite par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. Voilà, le débat général de l'ONU s'est donc ouvert ce mardi au siège des Nations Unies et notre pays, la Côte d'Ivoire, y participe. C'est une tribune ouverte à tous les dirigeants de la planète pour prendre la parole sur le même pied d'égalité. Un temps de 15 minutes doit être observé pour les déclarations. Abiba Dambele-Saou est notre envoyé spécial à New York. Le débat général est la réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement. Il se tient au début de la session et se déroule dans la salle de l'Assemblée générale au siège des Nations unies à New York. Le thème de cette année est le suivant: faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service de sociétés pacifiques, équitables et durables. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a axé sa déclaration sur la nécessité de respecter les droits de l'homme dans le monde après la minute de silence observée en la mémoire de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, décédé le 18 août dernier. En cette année qui marque le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la cause des droits de l'homme perd du terrain face à la montée des autoritarismes. Or, devant le pessimisme politique ambiant, nous devons nous garder de faire des prédictions autoréalisatrices. Voir un danger dans son prochain peut créer une menace là où, au départ, il n'en existait pas. Fermer ses frontières à la migration régulière ne fait que faciliter la tâche des trafiquants. Et faire fi des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste ne fait qu'alimenter l'extrémisme que l'on cherche précisément à éliminer. Le Brésil a été le premier pays à intervenir. Son président a plaidé pour un système multilatéral réformé pour faire face aux menaces sur la paix et la sécurité. Les États-Unis, pays hôte par la voix de son président Donald Trump, se sont voulus rassurants. L'Amérique choisira toujours l'indépendance et la coopération plutôt que la gouvernance internationale, le contrôle et la domination. J'honore le droit de toutes les nations dans cette salle à poursuivre ses propres traditions, à défendre ses propres cultures. Les États-Unis ne vous diront pas comment travailler, comment vivre ou comment croire. Nous vous demandons simplement que vous respectiez notre souveraineté. Le président français Emmanuel Macron a quant à lui réitéré sa volonté de faire appliquer l'accord de Paris. Il y a urgence. Alors mettons-nous en conformité avec les engagements que nous avons pris. Ne signons plus d'accords commerciaux avec les puissances qui ne respectent pas l'accord de Paris. Faisons en sorte que nos engagements commerciaux intègrent nos contraintes environnementales et sociales. La voix de la Côte d'Ivoire se fera entendre le jeudi 27 septembre dans l'après-midi,
le président Alassane Ouattara sera représenté à la tribune des Nations Unies par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Et en attendant donc son intervention à la tribune de l'ONU, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part à une réunion de haut niveau, toujours aux États-Unis. C'était hier. Le thème portait sur l'action pour le maintien de la paix. Le vice-président ivoirien a annoncé des financements importants de la Côte d'Ivoire à hauteur de 80 millions d'euros, soit plus de 50 milliards de francs CFA, afin de former et permettre à plus de 800 militaires ivoiriens de prendre part aux opérations de maintien de la paix en Afrique. On retrouve notre envoyé spécial, Abiba Dambélé Saoui. Une réunion de haut niveau à la salle de conseil de tutelle de l'ONU ce mardi pour une action pour le maintien de la paix. Réunion présidée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a fait part de toutes les initiatives pour ramener la paix dans les pays en crise. Le vice-président qui représentait le président Alassane Ouattara à cette réunion de haut niveau a apporté le soutien de la Côte d'Ivoire à cette vision du secrétaire général des Nations Unies. Au moment où le maintien de la paix entre dans sa 70e année, la Côte d'Ivoire partage votre vision de maintien de la paix qui relève avant tout d'une responsabilité collective. Elle se félicite que le processus consultatif mené depuis mars 2018 sous votre leadership entre tous les acteurs de maintien de la paix, y compris les organisations régionales et la société civile, ait permis d'aboutir à l'adoption d'une déclaration d'engagement commun à laquelle ont adhéré plus de 115% des États membres des Nations Unies. La Côte d'Ivoire, qui a tant reçu des Nations Unies, grâce notamment à une coopération exemplaire avec l'ONUCI, a marqué sa disponibilité à l'action collective de toutes les parties prenantes au maintien de la paix. Cette volonté a été réaffirmée au département des opérations de maintien de la paix et devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans cette perspective, d'importants investissements à hauteur de 20 millions d'euros ont été déjà réalisés par le gouvernement ivoirien pour la génération d'un bataillon projetable à 850 hommes répondant aux critères des Nations Unies. 450 de ces hommes sont déjà disponibles et peuvent d'ores et déjà être déployés dans les opérations des Nations Unies en Afrique. Je voudrais, Monsieur le secrétaire général, vous assurer du soutien personnel du président Alassane Ouattara pour cette grande initiative Action pour le maintien de la paix, qui, nous l'espérons, devrait se traduire par une amélioration de l'efficacité des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire soutiendra, pendant sa présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, au mois de décembre prochain, l'importante résolution qui entérinerait définitivement cette nouvelle vision commune du maintien de la paix des Nations Unies. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan attend de la mise en œuvre de cette vision un soutien accru des Nations Unies et partenaires bilatéraux en faveur du financement des opérations de maintien de la paix. Je vous conduis à une autre rencontre. C'est la 7e édition de CGC Academy qui vient de refermer ses portes ici à Abidjan. C'était en présence du Premier ministre ivoirien. La transformation structurelle de l'économie était au centre des réflexions. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a réaffirmé le soutien du gouvernement au secteur privé, notamment dans la marche vers l'industrialisation de notre pays. Jean-Luc Bambo. Cap sur l'industrialisation, un défi pour tous. La 7e édition de la CGC Academy a eu pour mission essentielle de mener la réflexion sur les actions à mettre en œuvre en vue de la transformation structurelle de l'économie via l'industrialisation. L'industrialisation a été ainsi l'idée maîtresse des résolutions adoptées par le secteur privé ivoirien au terme de ce forum. Œuvrer à la mise en place d'un incubateur pour les jeunes entrepreneurs industriels. Œuvrer pour une fiscalité encourageant l'investissement et l'engagement des entrepreneurs dans le secteur industriel. Développer les types et formes d'industrie de transformation des matières premières ivoiriennes, notamment le cacao, l'anacarde, les produits vivriers, les produits halieutiques. Accroître la surveillance de la qualité de l'environnement des affaires pour le secteur industriel. Au total, une quinzaine de résolutions issues des recommandations clés des 30 sessions d'échange de la CGC Academy 2018. Elles seront détaillées et consignées dans un livre blanc qui sera soumis aux autorités ivoiriennes, représenté à cette cérémonie de clôture par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit pour le gouvernement d'accentuer cette transformation en mettant l'accent sur l'industrialisation et en particulier la transformation de nos matières premières agricoles.
café, cacao, anacarde, palmier à huile, coton, fruits et légumes, etc. Le secteur privé ivoirien a toute sa place donc, à prendre. Le Premier ministre a réaffirmé à cette occasion le soutien du gouvernement au secteur privé, notamment dans l'accès aux fonciers industriels, l'égalité d'accès aux marchés régionaux et la maîtrise de la pression fiscale. Et la Côte d'Ivoire, qui a entamé sa marche vers l'industrialisation, se prépare aussi pour d'autres défis. L'organisation des élections municipales et régionales du 13 octobre. La Commission électorale indépendante s'active donc. La CEI a entamé aujourd'hui même à son siège à Cocody la remise des affiches et spécimens des bulletins de vote aux candidats. La Commission électorale indépendante appelle à un scrutin apaisé, comme nous l'explique Sidonie Davila. 300 affiches et 1000 spécimens de bulletins de vote remis à chaque tête de liste pour les élections à venir. Ces documents utiles pour la campagne des élections régionales et municipales du 13 octobre prochain ont été confectionnés par la CEI. C'est une joie immense pour moi de savoir que la CEI a abattu un travail énorme pour satisfaire tous les candidats. Pour moi, c'est les signaux de ce que la campagne commence effectivement le 28. Nous venons de recevoir notre kit et c'est une joie immense de participer à ce scrutin aussi important qui quand même présente les enjeux futurs. Après la remise symbolique des kits à quelques candidats, le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, a rassuré les candidats sur le dispositif sécuritaire. Notre institution a renforcé le système sécuritaire autour du présent scrutin. La CEI a arrêté d'importantes mesures pour organiser dans la transparence et l'équité le vote afin que les résultats proclamés par nos commissions locales ainsi que par la commission centrale soient conformes au verdict des urnes. Le président de la CEI appelle chacun des candidats à jouer sa partition dans le maintien d'un climat électoral apaisé. Des élections apaisées, c'est aussi le souhait des candidats. Tant que de la région sortant de la crise, moi j'en appelle à la paix, au rassemblement, à la stabilité. Que les Ivoiriens comprennent qu'après tout, après les élections, nous sommes tous citoyens du même pays et que nous avons intérêt à ce que ces élections se passent dans la paix, dans la tranquillité. Je lance un appel à tous les candidats de faire du fair play leur mot d'ordre pour que, effectivement, le meilleur gagne. Pour ces élections couplées, 88 listes de candidatures pour les conseillers régionaux et 684 pour les conseillers municipaux ont été retenus. Et pour ces futures élections municipales et régionales, le taux de participation des femmes candidates est estimé à environ 8%. Un taux est jugé faible, mais les femmes candidates au scrutin du 13 octobre prochain peuvent compter sur le soutien et encouragement de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Liramata Bakayoko, les félicite pour leurs engagements. Konaté Moussa. Seulement 8 femmes sur 88 candidats aux élections régionales. 51 candidates sur 684 dossiers retenus pour les municipales. La faible représentativité des femmes au poste électif demeure également une préoccupation. Si nous faisons les statistiques, c'est autour de 8%. Et donc, elles sont déjà défavorisées en nombre. Et donc, nous espérons que ce peu de femmes qui ont osé être candidates seront élues. Les 59 femmes candidates à ces élections locales du 13 octobre prochain bénéficient du soutien du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Mes chers sœurs, le chemin est encore long pour atteindre la parité dans les assemblées élues. La question de la participation de la femme à la prise de décision reste un enjeu de développement. Par votre courage, votre détermination et votre engagement, vous constituez pour les autres femmes des modèles et vous pourrez ainsi faire des émules et augmenter de façon sensible la participation des femmes aux élections locales. Je voudrais encore tout naturellement vous encourager et vous exhorter à redoubler d'ardeur et d'ingéniosité pour tirer votre épingle du jeu et honorer la femme. Des messages d'encouragement pour galvaniser ces candidates déjà prêtes pour le combat. Cette rencontre entre la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et les candidates a aussi été un cadre d'échange avec des experts des questions du genre. Les thématiques abordées sont, entre autres, les conditions réglementaires lors d'une élection et la communication pour une bonne campagne électorale.
Dans le domaine de la santé, le gouvernement ivoirien et ses partenaires retroussent leurs manches pour lutter efficacement contre le VIH-Sida. Une enquête pour évaluer l'impact de cette pandémie dans la population dénommée SIFIA vient d'être réalisée. Les résultats ont été présentés au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le taux de prévalence a considérablement baissé, comme nous le témoigne Davis Soyo à Mississauga. Dorénavant, la Côte d'Ivoire dispose de nouvelles données pour évaluer l'impact du VIH dans la population. De 3,7%, soit 460 000 personnes de 2011 à 2012, la prévalence est passée à 2,9%, soit près de 390 000 personnes touchées par le VIH. Parmi les infectés, 4,1% de femmes et 1,7% d'hommes dont l'âge varie entre 15 et 64 ans. Les résultats confirment la tendance à la baisse de la prévalence ces dernières années. Ces données récentes sont les résultats de l'enquête SIFIA, une évaluation de l'impact du VIH dans la population. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, cette étude va aboutir à des stratégies innovantes dans la lutte contre cette pandémie en vue d'atteindre les objectifs 3x90. Entendez, 90% des personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur statut. 90% connaissant leur statut doivent recevoir un traitement et 90% sous traitement doivent parvenir à un état de suppression virale à l'horizon 2020. Concernant l'objectif 90-90-90 de l'ONU-SIDA, les deuxième et troisième 90 respectivement, bien que relativement bons, nécessitent des efforts davantage soutenus en vue d'atteindre les objectifs. Par contre, l'enquête révèle que le challenge le plus important se trouve au niveau du premier 90. Ces chiffres nous interpellent tous et nous amènent à revoir nos approches de recherche des personnes vivant avec le VIH. Dans la lutte contre ce fléau, la Côte d'Ivoire est accompagnée par le gouvernement américain. Principal bailleur de l'enquête SIFIA, c'est déjà 795 milliards de francs CFA que Washington a injectés dans la lutte. Je voudrais réitérer la détermination et l'engagement du gouvernement américain à soutenir le gouvernement et le peuple de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pandémie de VIH-Sida. Débutée le 10 août 2017, l'enquête SIFIA a pris fin le 31 mars 2018. Elle est basée sur un échantillonnage de plus de 27 000 personnes. Et nous sommes le 26 septembre aujourd'hui et c'est la journée mondiale de la contraception. Son objectif est d'informer, de sensibiliser le grand public sur les différentes méthodes de contraception. Avez-vous certainement entendu parler de la vasectomie? C'est une méthode de stérilisation masculine. 50 millions d'hommes dans le monde en ont déjà bénéficié selon l'Organisation mondiale de la santé. Comment expliquer cette méthode de contraception chez les hommes? Élément de réponse avec Ami Sissoko, ce sera dans nos prochains journaux. Le ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public veut faire connaître ses missions. Une rencontre vient justement de se tenir avec les agents de ce département ministériel pour mieux expliquer les défis et perspectives, l'objectif étant d'assurer le succès de la mise en œuvre de la politique d'informatisation de l'administration. On en sait plus avec Ouattara Amadou Walter. Créé par décret le 25 janvier 2017, le ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public, en liaison avec les autres départements ministériels, a pour mission d'améliorer le fonctionnement des services déconcentrés de l'État, le service rendu aux usagers du service public, l'élaboration de la politique d'informatisation de l'administration. Ces missions doivent être comprises par les parties prenantes afin de définir les projets, les actions et les activités des directions qui orientent la mise en œuvre du chantier de la modernisation de l'administration publique réconciliée avec les usagers. Vos contributions fortement attendues nous aideront certainement à atteindre les objectifs assignés pour l'avenir de ce jeune ministère en raison du caractère transversal de ce ministère. La présente rencontre d'une durée de 2 jours est initiée pour donc permettre aux différents acteurs de s'approprier non seulement les missions du ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public, mais aussi pour partager les orientations souhaitées par la ministre Raymond Goudou Kofi. Il s'agit en fait de donner un contenu
plus adaptée à notre département. Les résultats que nous allons obtenir à l'issue de nos travaux permettront à notre pays de faire un bond qualitatif dans les prestations de services. À la fin des travaux, les contraintes liées aux missions ainsi qu'aux projets seront identifiées pour la bonne marche du ministère de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public. Je vous conduis maintenant sur l'axe Doropo-Bouna, prévu pour une durée de 24 mois. Les travaux de bitumage de cet axe sont connus, un léger retard. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est donc rendu sur place pour s'imprégner de l'évolution de ces travaux. Cet axe long de 91 km sera livré d'ici la fin de l'année. Mamadou Kwasi. Mais est-ce qu'avec un CBR de 60, on le met en œuvre sur une couche de fondation? Oui, on peut. Oui. On met un CBR qui est autour de 30 que si on fait de la stabilisation. Mais si vous mettez du graveleux naturel, vous devez avoir des CBR qui sont supérieurs à 80. Des échanges sur des termes techniques entre le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et le chef des chantiers pour s'assurer de la bonne exécution des travaux. Nous sommes sur le chantier de bitumage de l'axe Bouna-Doropo, frontière du Burkina Faso. En visite sur ce chantier, le ministre Amédée Kwaku Kofi a voulu se rassurer de l'évolution des travaux. Si ces travaux sont réalisés aujourd'hui à plus de 81%, ils connaissent un retard dans la livraison. Un retard qui s'explique selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Avec quelques contraintes techniques, nous avons voulu nous assurer que toutes les tâches qui étaient exécutées étaient vraiment conformes. Donc à un moment donné, par rapport aux études, il y a eu quelques modifications. Il y a la traversée des villages, il y a la traversée des villes qui imposaient quand même quelques contraintes qu'il a fallu prendre en compte. Mais je pense que tout cela est derrière nous. Le tronçon Bouna-Doropo, frontière du Burkina Faso, constitue un axe essentiel dans les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, soutient le ministre Amédée Kwaku Kofi. Le chantier est prévu se terminer en fin de cette année. Les tâches qui restent sont les tâches les moins compliquées. Donc ce sont les enrobés qui restent. Nous sommes très satisfaits. Vous savez que c'est une route extrêmement importante dans le cadre du programme du président de la République. Parce que cette route, c'est la route de l'Est qui permet de relier Ouagadougou donc au port d'Abidjan. Et lorsque ce tronçon va se terminer, lorsque vous quittez Ouagadougou pour arriver à Abidjan, vous économisez environ 100 km relativement au chemin en passant par Boaké. Les responsables en charge des travaux ont rassuré le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier de la prise en compte des remarques afin de livrer des travaux de qualité dans les délais. Il reste simplement quelques ouvrages d'art et une petite section de le village de Doropo. Et on pense qu'on va, Inch'Allah, terminer avant le temps, le 31 décembre. Les travaux de bitumage de l'axe Bouna-Doropo, frontière du Burkina Faso, en 2 fois une voie, long de 91 km, sont estimés à 34 milliards de francs CFA. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est aussi sur le terrain. Elle vient de visiter les communes de Yopougon et d'Abobo. La ministre Maria Toukone y était pour des cérémonies de remise de chèques aux victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire et elle a traduit la solidarité du gouvernement à ces différentes victimes, nous explique Herman Niamien. Depuis la mort de son mari en 2011, Nawa Fofana est seule à s'occuper de ses 2 enfants. Avec ce chèque d'1 million de francs CFA et ce bon de prise en charge, elle pourra convenablement faire face aux charges familiales et scolariser ses enfants. Ça me fait plaisir. Quand mon mari est décédé, là, il n'y a personne pour nous aider. Vraiment, on dit Dieu merci. Ce sont 118 victimes de Yopougon qui ont reçu des chèques, des prises en charge médicales pour les blessés et des prises en charge scolaires pour les orphelins. Aux ayants droit des victimes décédées, il a été remis, et nous continuons de le faire, à titre de compassion, une somme symbolique de 1 million de francs CFA par victime. Il s'agit d'une somme symbolique parce que la vie humaine n'a pas de prix. Les blessés, quant à eux, ont bénéficié et continuent de bénéficier d'un bon de prise en charge médicale et psychologique total et d'une somme de 150 000 francs. D'autres formes de réparation ont été intégrées. Il s'agit de la prise en charge scolaire pour les orphelins et l'appui d'activités génératrices de revenus pour les victimes en situation de précarité et de vulnérabilité. Après Yopougon,
La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue à Bobo accompagnée du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, pour la même opération. Ici, ce sont près de 200 victimes qui ont bénéficié de cette aide de l'État. Je remercie le chef de l'État en particulier parce que, vrai, il y a eu des crises dans des pays qui n'ont même pas reçu 5 francs. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce président dit non, je fais quelque chose pour des victimes. L'opération d'indemnisation des victimes prend en compte toutes les victimes des différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 1990. Selon la ministre Maria Toukone, ce sont 10 milliards de francs CFA qui sont dégagés chaque année pour l'indemnisation des victimes. De 18h à 6h du matin, il est interdit de circuler dans la rue au nord-ouest de Nairobi. La décision a été prise par les autorités kenyanes. Elles ont instauré donc un couvre-feu dans plusieurs localités de la capitale pour maintenir l'ordre après plusieurs semaines de violences dans les comtés de Narok et Nakuru. Les violences interethniques ont fait 1 mort et des dizaines de blessés. Des maisons ont été également incendiées et du bétail volé. Les autorités essaient tant bien que mal de ramener la paix dans cette zone. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et passez une très belle soirée sur RTI1.